Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris ce micro pour vous parler, je crois que ça doit faire presque un mois. J'enregistre le 24 juillet cette vidéo et je suis parti en vacances en Écosse le 24 juin, donc ouais, ça fait un peu plus d'un mois que je n'avais pas pris un micro pour vous parler et ça fait du bien un petit peu de pouvoir prendre le temps de parler avec vous de mes passions à nouveau. Voilà. En plus, aujourd'hui, ce 24 juillet, je vais voir Deadpool ce matin, enfin dans la matinée. Voilà, comme ça je suis sûr de pas être dans une salle trop bondée et tout. Et au moins, une fois que le film sera fini, je crois qu'il finit vers 13h30, 14h, un truc comme ça. Au moins, j'aurai le temps après de faire les vidéos. Et vous aurez peut-être la vidéo de Deadpool le jour même où le film il sort au cinéma. Donc ça, c'est génial pour vous. Bref, un peu du moins pour ceux qui ont envie de voir des vidéos Deadpool. Même si, du coup, là, ce que je vous raconte, du coup, ce sera très certainement déjà passé un peu plus tôt dans la semaine. Mais aujourd'hui, on va parler de Viking Valhalla, que j'ai regardé la semaine dernière. Mais avec le boulot, j'avoue que voilà, j'avais pas la tête à faire des vidéos. Et pareil, la semaine prochaine, vous aurez également une vidéo sur la saison 3 de Sweet Home que pareil j'ai vu la semaine dernière dès que la saison 3 est sortie, mais pareil lundi mardi j'étais au boulot donc pas trop la tête à faire des vidéos. Bref, je profite aujourd'hui d'être en vacances pour reprendre petit à petit mon ancien rythme de vidéo. Voilà. Du coup, Viking Valhalla saison 3, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, c'est compliqué. Déjà, de manière générale, j'ai passé un excellent moment. La série, je l'ai matée sur 2 soirs. Déjà, c'est quand même plutôt bon signe. Pour moi qui déteste le binge watching, je pense que je ferai une vidéo sur le binge watching à un moment donné, mais c'est quelque chose que moi je n'aime pas. Je pense que vraiment un jour je vais faire une vidéo sur binge watching versus épisode par semaine. Je sais pas trop comment on appelle ça, enfin ce système de diffusion, mais un jour je ferai une vidéo parce que je trouve que c'est quand même assez important de pouvoir parler de ces choses-là et d'expliquer pourquoi moi je préfère l'un plutôt que l'autre, alors que je sais que d'autres préfèrent le binge-watching, bref. Mais du coup, quand je commence à binge-watcher une série, en général, c'est très positif, parce que ça veut dire que je passe un excellent moment, que je suis à fond dans le truc, donc c'est plutôt positif quand je commence à binge-watch. Donc, déjà un point positif. Deuxième point positif, c'est que quand même en termes de décor et tout ça, on est plutôt sur quelque chose de magnifique. Quand on est à Kattegat, c'est magnifique. Quand on est en Normandie, chez moi, c'est magnifique. Enfin bon, ils étaient à Falaise. Non, oui, c'est à Falaise qu'ils étaient. J'ai déjà oublié dans quelle ville ils étaient. De toute façon, c'est soit Falaise. Bon, non, non. Je crois qu'ils étaient. Non, peut-être à Bayeux. Ah putain, je sais plus où ils étaient. Parce que dans ma logique, dans ma tête, Guillaume le Conquérant, c'est Falaise. Parce que de mémoire, il est né à Falaise. Bon, après, il a atterri à un moment donné à Caen, où il a fait construire l'abbaye, le château. Et je crois que sa femme a fait construire la deuxième abbaye. C'est du coup, on a l'abbaye aux Augles, l'abbaye aux Dames à Caen. De mémoire, Guillaume en a fait construire une et sa femme a fait construire l'autre de mémoire. Le château de Caen, je sais plus si c'est sous les ordres de Guillaume qu'elle a été construite, mais je crois. Mais de mémoire, il est né à Falaise. Et je crois que je m'étais fait la réflexion dans la ville, enfin dans la série, qu'on n'était pas dans la ville où il est né. Bref, on s'en fiche un peu, mais dans tous les cas, on est à un moment donné dans une ville normande où il y a un château, et c'est plutôt stylé. Voilà, surtout pour moi en tant que, j'ai envie de dire, normand de chez Normand, hein, bon, j'ai des origines de plein de pays, de quasiment tous les continents, mais du côté de ma grand-mère maternelle, bah, c'est des Normands depuis au moins 200-300 ans, de ce que ma grand-mère a réussi à remonter. Donc il y a quand même
une partie de moi où c'est vraiment bien ancré en Normandie. Mais du coup, c'était plutôt stylé comme ville. Voilà, donc ouais, je voulais juste vérifier l'info, mais il est bien né à Falaise. Donc c'est pour ça que moi, dans ma tête, Guillaume égale Falaise. Mais je veux juste vérifier une info, s'il a vraiment passé son enfance dans une autre ville, parce que ça me paraissait... Il y a des trucs qui me paraissaient bizarres, parce que j'avais vu une ville dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais j'ai Bayeux en tête, mais j'ai déjà été à Bayeux plusieurs fois, j'avais pas l'impression qu'il y avait un château à Bayeux. Ou du moins, après j'ai pas non plus tradé dans tout Bayeux, hein, donc je m'en souviens pas forcément. Mais je check rapidement en coup d'œil, parce que j'avoue que au niveau de Guillaume le Conquérant, en fait je connais bien son histoire du règne, enfin du moins de comment il a pris la couronne en Angleterre. Il y avait un gars, Le Mans, Domfront, Alençon. Ouais, il y a rien qui concerne autre chose que Falaise. Enfin, bon, à part les quelques villes en dehors du Mans que je viens de citer, parce que Le Mans, c'est pas chez nous. Le Mans, je crois que c'est la Mayenne ou un truc en dessous. Donc, ouais, non. Il y a, il y a- Alors, apparemment, il y a un prix Bayeux du récit historique. Bon, ce qu'il a fait au cinéma, je m'en fous un peu. Guillaume le Bâtard, bon, ça, ok. Attends, il ordonne la construction de châteaux forts dangereux à travers l'Angleterre. Mais ça, c'est pas. Parce que, attends, ça c'est quoi? Plan du château de Guillaume à Caen. Ouais, si, il a bien vécu à Caen un moment alors. Nommé l'abbaye, ok, donc. Ah ouais, donc ouais, si, l'abbaye aux hommes, ça vient bien de lui aussi. Ok, je voulais juste être sûr. Ok, ok. Bon, désolé pour la petite digression, mais j'avais envie de vérifier certaines infos pour éviter de pas dire de conneries, même si c'est des choses que j'avais déjà entendues sur des sorties un peu historiques dans ma ville, mais bon, je préfère quand même être sûr d'avoir des bons souvenirs. Bref. En tout cas, on voit Guillaume en Normandie, on voit Nouveau-Yomsbourg, on voit la Terre de Glace, on voit la Grèce, on voit Constantinople, bref. On voit plein d'endroits, c'est magnifique, les décors sont magnifiques, les costumes à nouveau sont plutôt bien faits. Ça fait pas trop cosplay, donc c'est vraiment très très cool parce qu'il y a des fois quand tu vois des films historiques, t'as l'impression de voir du cosplay plus que quelque chose de vraiment sérieux. Donc là, c'est plutôt stylé. Et malheureusement, ben ça s'arrête plutôt là les bons points. Alors en termes de d'intrigue, on est comme sur des intrigues assez intéressantes dans le sens où on te prend plutôt bien en haleine pour que tu sois là euh, à l'épisode suivant. Mais quand tu finis la série et dans le global, tu te dis, moi, il y a quand même certains personnages, ils ont fait tout ça juste pour ça, vraiment. Enfin bref. Euh, Globalement, la série étant sortie il y a peut-être une semaine et demie, 2 semaines au moment où sortira cette vidéo, je vais un peu spoiler certaines intrigues et tout. Euh, voilà, je vais spoiler un petit peu, mais voilà, c'est pas très très grave non plus. Voilà. Mais globalement, je vais revenir un peu sur le parcours de chacun des personnages principaux, et vous allez voir que l'une des choses qui fait que j'ai eu du mal avec cette saison 3, et qui fait que c'est peut-être l'une des saisons que j'aime le moins, ce qui ne veut pas dire que je l'aime pas, mais que j'aime le moins de Viking Valhalla, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages, et beaucoup trop d'intrigues. Voilà, au bout d'un moment, on s'y perd, je veux dire, en plus, t'as
t'as un petit recap de ce qui se passe avant, mais tu vois, on te rappelle pas forcément les noms, les machins, du coup t'es là, attends, ça c'est qui, ça machin, lui il faisait quoi avant, d'où il vient, puis t'as des personnages que tu connaissais pas, qu'on n'intègre pas forcément super bien, tu vois, on te les met là, et puis voilà, à toi de te démerder pour comprendre qui c'est, voilà, qu'est-ce qu'il fout là, et franchement, elle est beaucoup trop de personnages et d'intrigues, c'est un peu dommage, quoi. Mais du coup, dans les principaux, on a Freydis, qui est toujours à Jomsburg. Chose que je trouve un peu con, c'est qu'elle rencontre un mec, tout de suite, c'est hop, on se rencontre, on baise, et tu deviens le gars qui va enseigner à mon fils comment devenir un futur roi ou je sais pas quoi. Bref, le truc, ça va tellement vite, je me suis dit, attends, ils viennent de se rencontrer et tout, mais genre, quand ils font la fête et puis qu'ils couchent ensemble, je me suis dit, bon, ça doit être quelques jours après. Et non, c'est le même jour, vraiment le même jour. Parce que t'as Freddy qui lui dit, bon, votre accueil enfin, quand vous avez accueilli aujourd'hui, comment ça s'est passé, machin. Enfin, vraiment, je me suis dit, ok, ça va très vite, ça va très vite. Après, c'est peut-être parce que moi, dans ma tête, je serais incapable de coucher avec une fille que je connais pas. Mais eux, ça va vite, hein, très vite. Bref. Mais du coup, c'était pas trop mal quand même. Voilà, le personnage, je sais plus comment il s'appelle. Euh, je crois que c'est Sti quelque chose. Je crois que ça commence comme ça. Mais j'ai pas envie de dire une connerie. Mais bon, le personnage est quand même assez intéressant. Un personnage qui vient d'Inde. Voilà, avec une autre culture. Mais du coup, contrairement aux païens ou aux chrétiens, il est pas là à trop la mettre en avant. Le gars, tu vois, à un moment donné, il a sa petite statue de bouddhiste. Mais voilà, il en parle pas. Et il fait chier personne avec ses croyances. Et c'est plutôt pas mal de montrer qu'il y a au moins des croyances qui ne sont pas là à se faire la guerre. Alors les cathos et tout vont sûrement pas être contents, mais en même temps, les chrétiens sont sûrement parmi ceux qui ont fait le plus de morts dans l'histoire. Donc on peut pas non plus nier cela. Parce que les guerres de religion, c'est peut-être les guerres qui font le plus de dégâts. Et je ne dis pas que les guerres mondiales en ont pas fait, mais les guerres de religion, si on prend dans l'histoire complète, sont sûrement parmi celles qui ont fait le plus de morts dans l'histoire. Mais bon, c'est comme ça. Et de l'autre côté, avec le général de Constantinople, on voit que là-bas aussi, même si ce sont des croyances et des religions différentes, ça fait quand même beaucoup de haine et de dégâts aussi. Bref. En tout cas, Freydis, voilà, dans son territoire, ils se font empoisonner, ils arrivent à survivre grâce au mec qui vient d'arriver, qui est un soigneur, il les sauve, ils décident tous de partir après avoir survécu à une attaque, ils partent en terre de glace, et en terre de glace, il y a à nouveau des problèmes avec Eric le Rouge qui veut les empêcher de quitter la terre de glace. Bref, c'est à peu près l'histoire de Freydis, qui est plutôt intéressante. Moi j'avoue que je préfère, une fois qu'elle est en terre de glace, vraiment les tensions avec son père et tout, elles sont géniales. Mais c'est vrai que la partie à Jomsburg, elle m'intéresse un peu moins. Voilà. Du côté du frère Leif Erikson, c'est sympa, mais sympa sans plus. Dans le sens où le gars, il veut à nouveau découvrir une nouvelle terre. Voilà, une terre qu'il a vue quand il était enfant, machin, et qu'il aimerait accoster. Voilà, du coup, au début, il est à Constantinople avec Arad. Bon, on se sert d'une de ses inventions pour tuer des innocents. Donc il se dit oui, plus jamais j'utiliserai ça. Ensuite, il décide de quitter Constantinople pour du coup voyager et trouver un cartographe qui aurait cartographié l'endroit où va aller Leif Erikson. Du coup, il voyage en Grèce, il trouve la personne lui en parle, sauf qu'au lieu de partir vers les terres dont on lui a parlé, du coup, Leif Erikson, il rentre en Norvège. Et du coup, il se retrouve dans un truc en Norvège, il pense que sa sœur s'est fait tuer par Magnus, du coup, il décide de partir se venger, bref, au final, au lieu de se venger, il tombe sur Harald, enfin bref.
Voilà. Au final, le mec, il ne part jamais. Enfin, si, il part, mais à la fin de la saison 3. Ce qui fait que, selon les rumeurs, parce qu'il y a eu des rumeurs, comme quoi cette saison 3 était la dernière, j'ai vu ça sur internet, et d'ailleurs j'avais déjà vu des articles après la saison 2, comme quoi la saison 3 serait la dernière aussi, donc des rumeurs que j'avais vues, qui, je pense, ne sont que des rumeurs en fonction du résultat que fera cette saison-là. Je pense que si la saison 3 fait des bons chiffres et tout, ils feront une quatrième saison. Et je pense que si elle ne fait pas des bons chiffres, je pense que bah voilà, ils annuleront. Et puis bah comme un con, Leif Erikson n'aura jamais trouvé sa terre, alors qu'on sait tous que Leif Erikson est censé découvrir une nouvelle terre au niveau de l'histoire. Mais bon, c'est comme ça, hein. Peut-être le personnage le moins bien respecté en termes d'adaptation par rapport à ce qu'il a réellement vécu. Voilà. Mais pour Leif Erikson, voilà, c'est très décevant parce qu'au final, il passe son temps à voyager partout, mais ne trouve jamais vraiment ce qu'il veut. Voilà. À côté, Harald, notre cher Harald, eh ben, c'est un peu décevant aussi sur la fin, parce qu'en gros, Harald, il a Constantinople. Il aide à prendre le siège, je crois, en Sicile. Sicile, ancien territoire normand, à l'époque des Normands avaient fui. Je sais plus sur quelle période où des Normands ont fui. J'ai pas envie de dire la France parce que la France n'existait pas à l'époque, mais globalement, ce qui correspond à la France aujourd'hui, pour aller s'installer ailleurs et notamment, hop, se sont foutus en Sicile. Enfin, du moins, trouvé la Sicile et se sont foutus là. Du coup, pas mal d'anciennes familles normandes qui se trouvent là-bas. Donc sympa de voir des petites régions comme ça. Voilà. Et notamment, là, ils font le siège de Sicile qui est plutôt cool, bien avant que nous, les Normands, on foute les pieds là-bas. Mais c'était sympa. Euh, Toute la partie là-bas était vraiment cool avec la prise du siège. Tu découvres que l'autre général, parce que le moment t'as Harald en général et t'as l'autre, je me souviens plus de son nom, qui est vraiment une ordure. Les deux se supportent pas, enfin surtout l'autre qui supporte pas Harald. Voilà, et puis c'est bien parce que t'as des intrigues, parce que tu sens la haine du deuxième général envers Harald. Tu sens qu'à un moment donné, il va, il va faire un truc, mais tu ne sais jamais quand. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais voilà. Ensuite, bon, alors qu'Harald il amasse des tonnes de trésors pour payer son armée, prendre le contrôle de la Norvège, bah il décide jamais de partir. Il couche avec la femme de l'empereur en cachette et tout ça. Et comme je disais, ce qui est bien en termes de rebondissement, c'est qu'à un moment donné, on l'amène jusqu'à l'empereur. Et là, il est en mode oh putain, je viens de me faire prendre et tout. Et là, tu te dis ok, c'est bon, il est mort, hein. L'empereur c'est qu'il couche avec sa femme. Et en fait, non, c'est juste lui qui a donné les ordres parce qu'il est stérile, machin. Et tu dis ouf. Sauf que l'empereur il se fait buter juste devant lui. Et du coup, on pense que c'est lui qui l'a tué. Enfin bref, c'est bon. C'est assez intéressant, du coup Harald est condamné, mais il arrive quand même à s'en sortir grâce à un plan, voilà, un peu abusé, mais quand même, bon. En plus le mec il tue le nouvel empereur, parce que du coup le général il devient empereur en épousant l'ex-femme de l'empereur, et du coup Harald l'affronte, il le tue, mais genre il n'y a aucune représailles sur lui, enfin bref. Euh, Tu dis bon, d'un coup, il apparaît en Norvège, mais vraiment, hein, t'as une éclipse. Il tue le nouvel empereur, qui était l'ancien général qui le détestait. Et vraiment, l'épisode d'après, il est en Norvège. Tu sais pas, tu sais que à travers des dialogues que ses trésors, ils sont chez son oncle en Russie. Mais tu le vois pas en Russie récupérer son trésor, tu le vois pas payer une armée ou quoi que ce soit. Non, tu le vois déjà en Norvège avec déjà une armée de payés ou machin. Tu te dis, what? Pourquoi vous faites ça? Vraiment, le dernier épisode, paf, il est déjà là-bas, on l'a pas vu revenir ou quoi que ce soit. Tout ça pour faire un peu de suspense au moment où Leif Erikson il pense choper Magnus, et ben en fait, non, c'est Harald, waouh. Ok, c'est surprenant parce qu'on s'attend pas à le voir là. Mais en attendant, en termes de temps, ça fait pas spécialement sens. Après, il nous explique jamais combien de temps il se passe
dans chaque voyage. Mais ouais, tu dis quand même la Grèce, c'est quand même plus proche que Constantinople, mais bon, bref. Mais d'un coup, il est là, il a déjà tout ce qu'il faut. Et vraiment, le mec, il devient roi de Norvège à la fin de la saison, comme ça. Vraiment. Le mec, en un épisode, il a réalisé son rêve. Alors, pourquoi il nous a cassé les couilles pendant 3 saisons à faire d'autres choses, alors qu'en fait, voilà, en un épisode, là, paf, il a réussi à devenir, à réaliser son rêve. Ouais, c'était particulier. Bref. À côté de ça, on a eu les intrigues de Canute, qui du coup englobaient pas mal d'intrigues, hein, puisque Canute euh, commence à se faire vieux et malade, et donc il pense à sa succession, et du coup sa succession concerne à la fois ses propres enfants, euh, et également ceux d'Emma de Normandie, qui est la tante de Guillaume dans la série. Après, est-ce que c'est vraiment sa tante dans la vraie, enfin dans l'histoire, je sais plus. Mais bref, en tout cas, ils ont vraiment un lien dans l'histoire, qui soit éloigné ou proche. Bref. Mais en tout cas, on voyage. D'abord, il va à Rome, il rencontre le pape. D'ailleurs, la scène où Godwin il raconte à Sven, du coup le père de Canute, la rencontre entre Canute et le pape, et que Sven il demande quel genre de guerrier est le pape et tout. Franchement, j'ai été mort de rire devant ce passage parce que c'est là que tu te rends compte à quel point il y a un décalage entre certaines cultures et tout. Et franchement, moi j'ai trouvé ça super drôle. Franchement, c'était trop bien. Cette scène, c'est peut-être la scène qui m'a fait le plus rire de toute la saison. Parce que c'était génial. Le décalage était génial. Parce que t'as un décalage avec Eric le Rouge quand Freydis lui explique ce que devient le monde et tout ça, puisque bah, Eric le Rouge est banni des territoires vikings, je peux dire ça comme ça. Euh, du coup, il apprend ce qui se passe dans le monde grâce à sa fille et tout. Mais tu vois, t'as pas la même réaction. Tu vois, tu sens que lui, ça le fait chier. Alors qu'avec Sven, tu sens qu'il est vraiment intéressé à découvrir les choses. Et il est là, il pose des questions et tout. Et c'est vraiment trop drôle. Genre, il est en mode, mais quand il combat, il utilise quel type d'arme? Une hache, une épée, machin. Et tu te dis, mais. Et alors que nous, on a déjà vu le pape, là, qui est un vieux mec tout frais, qui serait clairement incapable de se battre, c'est vraiment très drôle. Bref. Mais voilà, dans l'histoire de Canute, du coup, voilà, c'est surtout qui va succéder au trône. Est-ce que ça va être l'un des fils d'Emma? Parce qu'il y a plusieurs trônes, en plus il y a celui du Danemark, il y a celui de l'Angleterre, il y a celui de la Norvège. Et en vrai, ça fait peut-être partie des histoires que j'aime le plus dans la saison. Parce que on est vraiment dans de l'intrigue un peu politique. Alors, pourtant, je déteste la politique, mais en fait, j'aime bien parce que tu te demandes vraiment qui va accéder à quel trône, qui va trahir qui, parce que tu te doutes bien que au moment où Canute va mourir, ça va être un gros gros bordel, comme à l'époque où Ragnar est mort. Donc on s'y attend à ce qu'il y ait du bordel et effectivement va y avoir des intrigues de tous les côtés, que ce soit pour le trône d'Angleterre et pour le trône de Norvège. J'en dirai pas plus. Mais voilà, il va y avoir de la trahison, des coups bas et tout ça pour ces deux trônes-là. Voilà, parce que pour Harald, il sera pas tout seul sur le trône de Norvège. Mais c'était plutôt bien, ça a permis de découvrir enfin Guillaume, voilà, dont on connaît déjà la destinée quand on est français et encore plus quand on est normand. Donc voilà. Même si là il est adolescent, il est encore très jeune, mais ça n'empêche pas que l'on sait déjà quelle est sa destinée. À côté de ça, on a les intrigues de Magnus, donc Magnus, fils d'Olaf, qui revient pour, en gros, sacraliser le corps de son père
et en faire un saint, le saint Olaf. C'est assez intéressant, même si à nouveau il y a un très gros problème dans son histoire, c'est qu'en gros il arrive à Kattegat, machin, il s'arrange pour savoir où est Freydis, puisque Freydis a tué son père, du coup il se rend à Jomsborg, il se fait complètement avoir, et du coup Freydis se barre et le laisse lui et les quelques hommes qui lui restent piéger Jomsborg. Et le mec, vraiment, d'un coup, tu le vois revenir à Kattegat. Comme ça. Euh, Sans savoir comment il revient. Voilà. Alors, de ce qu'on comprend, il y aurait sûrement un voyageur qui est passé par là, qu'ils ont réussi à prendre la route sur son bateau. Euh, Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Que j'arrive pas à comprendre vraiment si le mec qu'il a buté pour faire croire que c'est Olaf, j'arrive pas à comprendre si ce mec qui a été buté, si c'est euh, le un gars du groupe de Magnus ou si c'est juste un voyageur euh, qu'ils ont rencontré, et que le mec est passé proche de Jonsborg et qui les a emmenés. Bref, en tout cas, c'est très très mal expliqué. La façon dont Jomsborg revient en Norvège, c'est vraiment. Enfin, oui, donc Magnus revient en Norvège. Et vraiment, c'est très mal expliqué, tu comprends rien. Le mec du jour au lendemain, paf, il est passé de Jomsborg à Kattegat sans que tu comprennes comment ils s'en sortent. Et, euh, et le problème, c'est que tout ça, c'est sur les derniers épisodes. Vraiment, toutes les éclipses où des persos ils se téléportent à un autre endroit. Quasiment tout ça est sur les derniers épisodes, tu vois. Les autres épisodes, vraiment, ça prend son temps, c'est tranquille. Même trop tranquille, hein, vraiment. Harald qui passe. Je crois que la série ouais, elle dure 8 épisodes, un truc comme ça. Le mec, il en passe 7 à Constantinople. Au moment, tu lui dis, mais putain, mais bouge ton cul, rentre en Norvège, on s'en bat les couilles de ce qui se passe à Constantinople. Je veux dire, j'ai rien contre Constantinople. Mais au bout d'un moment, la série s'appelle Viking Valhalla. Donc tu t'attends à être dans les pays nordiques. Tu t'attends pas à passer 99% de la saison pour Harald dans un pays étranger, alors que son rêve c'est d'être le roi dans la Norvège. Je veux dire, au bout d'un moment, le gars, bouge ton cul, réalise ton rêve, quoi. Du coup, rêve, au final, quand il le réalise, tu dis, ouais, tout ça pour ça, quoi. Bref, peu décevant. Et en dehors des trucs de Magnus, bon bah il y a tous les petits trucs annexes, putain j'ai eu du mal. Tous les petits trucs annexes, j'ai envie de dire avec Godwin et qui va un peu manipuler, faire ce qu'il fait habituellement au Danemark. Voilà, mais qui concerne aussi les intrigues autour de Canute. Voilà, il y a aussi d'autres histoires avec un des fils de Canute en Norvège. Il y a des histoires avec un des fils d'Emma de Normandie. Voilà, elle aussi, Emma de Normandie, qui joue son jeu de son côté. Enfin bref, il y a des tonnes d'intrigues partout. Comme je disais, on s'y perd. On s'y perd un peu. Surtout sur les premiers épisodes. On s'y perd un peu sur les premiers épisodes, après au bout d'un moment, bon bah voilà, je veux dire, on n'est pas con, on comprend vite fait voilà les trucs, hein. Mais voilà. Après, comme une série, il y a quand même pas mal de morts de personnages assez importants, donc c'est plutôt surprenant et assez cool aussi quand même. Mais voilà. Après, si on doit conclure, et ouais, j'ai envie de dire que la série a trop d'intrigues. Elle aurait dû se concentrer sur un peu moins de personnages, mais au moins être plus compréhensible. Que là, il y a vraiment des moments, ça part dans tous les sens. Tu comprends plus où ça va. Là, t'as l'autre qui part. On ne sait où récupérer le fils de Freydis. Là, il part super loin. Tu dis, ça va encore être une intrigue en plus à suivre. S'il y a une saison 4, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. Bref. Euh, et même la fin où Harald se débarrasse de l'autre roi, vraiment, c'est fait comme ça, d'un claquement de doigts. Et le mec qui passe en mode dictateur d'un coup, hein, vraiment. Hein.
C'est hop, on est deux rois, j'accepte le truc, il trahit l'autre roi direct, et il est en mode voilà, maintenant c'est moi qui commande, et ceux qui sont pas contents, ça finit au cachot avec le deuxième roi. Allez hop. Tu dis ok, what, le mec censé être le héros, il passe d'un coup en mode dictateur, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, ça n'empêche pas que la série, elle laisse quand même plein de trucs en suspens sur comment Harald va gérer son règne, et pareil pour ceux qui connaissent l'histoire euh, du, euh, du comment dire, euh, de la conquête de l'Angleterre de Guillaume le Conquérant, ils connaissent l'importance du coup d'Harald, du Harald, hein, ici, Harald Stigurson, dans la conquête de Guillaume en Angleterre. Bref, je vais pas faire un cours d'histoire, mais je pensais que dans ma tête c'était le fils qui aurait aidé involontairement Guillaume à prendre le contrôle de l'Angleterre. Mais en fait, c'est bien le père, donc celui qu'on connaît depuis le début de la série, Harald Sigurdsson. Voilà. En fonction des âges, je pensais que c'était les plus jeunes hein, qui auraient mené à ça, mais non. Donc voilà. Euh, donc voilà, ça laisse un peu de suspense sur comment il va gérer son règne jusqu'à ce qu'il décide de s'en prendre à l'Angleterre quand Guillaume involontairement s'en prendra également à l'Angleterre quoi. De l'autre côté, il y a des questions sur le règne, enfin sur le futur règne je crois que c'est Pied de Biche là, l'un des fils de Canute qui décide de prendre la place d'Édouard aux côtés d'Emma de Normandie, mais on sent qu'Emma de Normandie, voilà, elle accepte pas trop la chose parce que c'est pas ce qu'elle avait prévu. Et moi, je suis très curieux de savoir si elle va le buter ou pas, ou si elle va juste bien le manipuler pour quand même contrôler son royaume. Bref, il y a des intrigues. Est-ce que quand Freydis va retourner en terre de glace, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Ericsson va enfin trouver ce qu'il cherche. Enfin bref, il y a plein de questions en suspens. Ça c'est très chiant s'il n'y a pas de suite. Mais bon, dans tous les cas, pour conclure, la série est vraiment cool. Enfin, oui, mais si on prend les autres saisons, en fait c'est toujours très cool. On passe des très bons moments. Encore une fois, décor, costume et tout, c'est vraiment très cool. Tu rentres dans la série et tout, c'est vraiment très bien. Mais le plus gros défaut de la série, c'est qu'elle n'arrive pas à créer de moments légendaires comme la série Viking de base. Parce que, en termes de bataille, quand on regarde cette saison 3, en termes de bataille, on n'est pas très bien loti. Et clairement, il n'y a pas vraiment de bataille. Il y a des coups fourrés, il y a des gens qui meurent, il y a des assassinats, mais il n'y a pas vraiment de bataille. Et même quand ils prennent la Sicile, il n'y a pas de bataille. Il y a le plan de Leif Erikson qui fonctionne, mais il n'y a pas de bataille. Vraiment, tu vois, tu vois 2-3 coups de hache à droite à gauche, mais très vite, tu as eu des clips et hop, voilà, le siège est pris. Voilà, t'as des petits 1 contre 1, mais t'as pas de bataille. Chose qu'on avait dans Viking, qui certes, les batailles sont pas méga jolies, parce qu'une bataille, voilà, c'est pas très joli quand tu respectes au plus proche l'histoire, hein, voilà, surtout les batailles au bouclier. Mais au moins, t'avais des batailles, t'avais des trucs intéressants. Quand on pillait une ville, quoi. Voilà. Là, quand l'empereur il te dit bon, vous pouvez piller la ville, mais vous touchez pas aux citoyens, tu vois même pas le pillage. Voilà. Viking était beaucoup beaucoup plus marquant, et ça, je trouve que c'est un truc qui manque à Viking Valhalla, c'est qu'il n'y a pas de bataille marquante. Pareil en termes de musique, les musiques elles sont sympas sur le coup, mais tu retiens pas les musiques. Là où moi là personnellement, j'ai la musique du générique de Viking en tête, juste en pensant à Viking. Voilà, il y a pas mal de musiques qui étaient vraiment cool que je réécoutais après. Là, rien. Et c'est assez dommage parce que sur moi, tout du moins, ça a un effet particulier, c'est que au bout de quelques semaines, j'oublie littéralement la série. La preuve étant que
Quand moi j'ai regardé la saison 3 de Viking Valhalla, mon frère, le maître d'Anacalypsie, lui a commencé à regarder la saison 1. Parce qu'il avait encore jamais regardé. Donc lui il regardait la saison 1. Et du coup, on parle de la série ensemble. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, la saison 1, je m'en souvenais pas. Alors qu'elle est pas si vieille que ça, la saison 1. Elle était sortie il y a 3-4 ans. Je me souviens de ce qui se passe dans Viking, même dans la saison 1 de Viking, qui était peut-être il y a 10 ans, 10-15 ans. Je me souviens même de tout ce qui se passe dans Prison Break, la saison 1 de Prison Break, alors que c'était il y a presque 20 ans, c'était il y a 19 ans, un truc comme ça. Et là, une série qui a à peine 3-4 ans, je m'en souviens pas. Je m'en souviens même pas, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et même la saison 2, je me souvenais quasiment plus rien de la saison 2, qui a peut-être à peine 1 ou 2 ans. Et là, je sais que vous me demandez ce qui se passe dans Viking Valhalla à la fin de l'année, je m'en souviendrai pas. Je m'en souviendrai pas. Si ça se trouve, quand je vais faire la vidéo des bonnes et mauvaises séries, je serai en mode, je me souviens plus de ce qui s'est passé. Je me souviendrai de quelques détails, comme pour la saison 2, je me souviens quand même de quelques détails, mais je m'en souviendrai pas aussi bien que certaines séries que j'ai vues il y a longtemps. Je veux dire, Prison Break, j'ai pas revu depuis quelques années, et pourtant je m'en souviens encore comme si c'était hier. Des séries comme Primeval, pareil, ça fait des années que j'ai pas re-regardé, les gens de The Seeker aussi. C'est des séries que je regardais quand j'étais adolescent, je m'en souviens encore de ce qui se passe. Même des épisodes que je me souviens parfaitement, je me dis c'est un truc de fou. Quand je prends Viking Valhalla, au bout d'un moment, j'ai vraiment tout oublié. Et pour moi, c'est quand même un effet que la série n'a pas réussi à être marquante comme d'autres séries ont pu être marquantes. Alors peut-être que certaines personnes auront été marquées par King Valhalla, je ne dis pas le contraire, mais moi, à chaque fois, c'est ça, je passe un excellent moment, mais je suis pas non plus marqué par la série. Après, j'ai oublié, je passe à autre chose. C'est assez dommage et assez triste quand même à dire. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Viking Valhalla. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.